Nous allons parler aujourd'hui d'un événement quasiment pas couvert. Il y a eu des élections aujourd'hui en Syrie. Et oui, une centaine de kilomètres à peine séparent Damas de Tel Aviv et pourtant, dans l'indifférence générale, les Syriens se sont rendus aux urnes aujourd'hui. Un scrutin qui devrait sans surprise offrir un 4e mandat à Bachar el-Assad pour 7 ans. Face à lui, seuls 2 opposants se sont présentés. Élection considérée par les capitales occidentales comme une mise en scène. On rappelle que la guerre en Syrie a fait plus de 388 000 morts. Et pour en parler, nous allons accueillir Joachim Son-Forget, député des Français de l'étranger, qui fait également partie du groupe d'amitié France-Syrie. Bonsoir Joachim Son-Forget. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. Bachar el-Assad ne bougera pas de son fauteuil malgré ce pays dévasté par une décennie de guerre et ses 388 000 morts. N'a-t-on pas affaire aujourd'hui à un simulacre de démocratie ? Oui, alors, je précise que je suis membre du groupe d'amitié, mais je suis surtout vice-président du groupe d'amitié France-Israël et je suis membre du groupe d'amitié avec la Syrie au titre du fait que c'est un de mes sujets de diplomatie parlementaire que j'ai suivi depuis le début de mon mandat et que je suivais déjà antérieurement à mon mandat. Donc j'ai eu l'occasion en fait qui est un peu peut-être unique, en tout cas qui est intéressant d'avoir abordé un peu toutes les parties de ce conflit. J'ai été sur le terrain beaucoup, j'ai fait tout le tour de la Syrie pour rencontrer des Syriens en Turquie, en Irak, dans différents pays, à Genève ici, qui était un endroit important des négociations. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis un peu résigné face à cette situation. Je vais prendre la situation de la position de l'analyse plus que celle du politique, c'est de dire que de toute façon Bachar a gagné la guerre à l'heure actuelle, la guerre militaire, parce que Moscou est venu à son secours dans une guerre qui était finalement une guerre internationale qui se passait en Syrie à la faveur d'une cocotte minute prête à exploser depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années. La réélection de Bachar, elle ne fait aucun doute. Maintenant, à savoir est-ce qu'il va faire comme ces référendums à l'époque d'Afez où vous aviez des choses quasiment totalitaires avec des 100%, ou est-ce que ça va être un peu mieux maquillé avec des chiffres de l'ordre de 70 et quelques pourcents pour que c'est l'air à peu près démocratique. Toujours est-il qu'il y a des choses qui sont gravissimes, c'est-à-dire que de toute manière, aucune opposition n'a le droit d'exister à l'heure actuelle. Est-ce que les oppositions qui pourraient exister seraient des gens très recommandables? J'en doute fort aussi, par ailleurs. Et quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi, ça, Joachim Son-Forget ? Elles ne sont plus là, elles sont à l'étranger. C'est important ce que vous me dites. Les opposants présentés là, c'est quoi? C'est des pantins, c'est quoi? Oui, vous savez, dans beaucoup d'élections où un vainqueur est désigné, il faut toujours des faire-valoir. Donc, vous avez des gens qui n'ont pas de possibilité de nuire, qui sont sous contrôle, qui peuvent être éventuellement là. Maintenant, la vraie opposition, évidemment, alors il y a toutes les nuances de gris dans l'opposition à Bachar el-Assad, notamment du côté dit sunnite, vous avez toutes les nuances de gris d'une opposition dite modérée qui était issue des révolutions étudiantes contre le clan Assad il y a très longtemps, et avec des gens qui ont fui à différents moments depuis plusieurs dizaines d'années jusqu'à Al-Nosra. Donc vous avez toutes ces nuances de gris comme ça dans l'opposition à Monsieur Assad, et cette opposition de toute façon elle est disqualifiée d'emblée, puisque pour participer au scrutin il faut avoir vécu 10 années consécutives en Syrie dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Donc de toute façon tout est fait pour que les oppositions soient muselées. De toute façon il n'y a plus vraiment d'opposition, on est dans un moment post-militaire. Du côté des Kurdes, du Rojava, personne ne va s'intéresser à cette élection. Donc tout est morcelé, et aujourd'hui il ne faut aucun doute que Bachar va gagner. Mais il va gagner. Joachim Son-Forget, justement, je vous invitais ce soir dans cette émission parce que c'est surprenant l'attrait international sur 10 jours de conflit entre Israël et Gaza, où il y a eu à peu près 200 morts, et puis l'autre côté c'est 388 000 morts en Syrie, et puis Bachar qui est sans doute reparti pour 7 ans, et comme si le monde entier avait laissé tomber. C'est tragique, parce que j'ai levé des fonds il y a quelques années avant d'être élu pour aider sur le terrain en Syrie, je dirais pour aider des camps différents, enfin pour aider des civils vivant dans des camps politiques différents. Et j'ai vu cette misère, le plus grand degré de cruauté que j'ai pu voir. J'ai suivi plusieurs conflits internationaux, je m'intéresse aux Balkans avant, mais c'est vraiment le terrain syrien. Il y a une espèce de négation de la vie humaine, et il faut dire que dans Bachar, de son côté, je dirais ethnique, les Alaouites ne sont pas du tout unanimes derrière lui, puisque les Alaouites ont perdu beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants qui sont partis au combat, qui ne sont jamais revenus. C'est pas si simple qu'on le pense. Et ces millions de morts, en effet,
n'émeuvent personne. Je sais pourquoi, c'est-à-dire que derrière cette guerre, il y a des intérêts politiques, des enjeux de domination dans le monde qui sont conséquents, et avec des revirements de politique, notamment du géant américain, qui ont été conséquents, puisque avec le départ de M. Obama, qui penchait plutôt pour déstabiliser le clan Bachar et aider cette opposition sunnite, y compris en faisant monter parfois les frères musulmans, il faut aussi l'avouer, avec la complicité parfois des pays européens, et je ne devrais peut-être pas le dire comme ressortissant français, comme député français, mais c'est la vérité. Et or, ces oppositions, elles n'ont pas réussi leur coup, elles ont échoué militairement, politiquement, et on s'est retrouvé dans une situation tout à fait cataclysmique. Une situation où finalement, qui n'a pas été renversée. Il y avait le choix entre ou Bachar el-Assad ou des islamistes radicaux, donc c'est vrai que c'était compliqué pour les Occidentaux. Joachim Sadeforge, restez avec nous parce que je vous remercie déjà de nous rejoindre dans cette émission. J'aimerais entendre les réactions des différentes grandes gueules à Paris et à Tel Aviv. Stéphane Goldin. C'est vrai que cette élection passe complètement inaperçue. Toute la question est de savoir s'il va faire plus qu'en 2014 où il avait fait 88%, avec 73% quand même de participation, si mes souvenirs sont bons, s'il allait battre son record. Mais au-delà de ça, la Syrie, on est quand même, nous, ici, par rapport à Israël, on est quand même face à une autre problématique. D'abord, il faut savoir qu'en Syrie, vous avez encore des zones où les armées loyales n'ont pas encore récupéré tout leur territoire. Je pense des zones au nord, à l'est et une petite zone à l'ouest. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons ici une forte implication des Russes et de l'Iran, et une implication de plus en plus forte de l'Iran, justement, sur le territoire syrien. Et on parlait auparavant, justement, du Hezbollah. Il faut savoir qu'il y a aussi un Hezbollah syrien qui s'installe dans le sud syrien, qui veut faire une sorte de copy-paste, exactement de copie de ce qui se font au Liban, avec un triangle entre les villes de Daïwa, Saada et Kounetra, franchement à la frontière israélienne, donc une force Hezbollah. Donc toute la question aussi derrière, c'est la question entre chiites, les Iraniens qui sont chiites vis-à-vis d'une population sunnite, les accords, et alaouites évidemment, les accords d'Abraham qui sont derrière avec des pays franchement sunnites qui aujourd'hui ont eu un accord et qui sont prêts à aider dans le fond la Syrie pour se reconstruire. Et n'oublions quand même pas une chose dans toute cette affaire, il y avait une volonté d'en découdre avec Bachar el-Assad il y a quelques années, tout le monde était prêt, l'armée française et l'armée américaine étaient prêts, et au dernier moment, François Hollande était même prêt à envoyer l'armée française avec l'armée américaine, et les Américains de Barack Obama, au dernier moment, ont reculé. J'aimerais entendre nos grandes gueules à Paris. Michel Taubman, c'est tout de même ça l'échec cuisant pour les Occidentaux et pour le monde, c'est qu'au final, malgré cette guerre terrible, ces chiffres astronomiques du nombre de morts, Bachar el-Assad continue tranquillement dans une élection. Attendez, j'entends Michel Taubman, je vous en parle après. Simplement un petit mot, parce qu'on a parlé d'Israël, n'oublions quand même pas qu'en Israël, on a ouvert nos hôpitaux dans le nord pour accueillir les blessés syriens sur notre territoire. Absolument. Donc, Michel Taubman. Mais sur cet angle-là précisément, Michel. Oui, alors je suis vraiment d'accord avec Stéphane Goldin pour considérer que août 2013, ça a été un tournant. C'est le jour où les avions français étaient prêts à s'envoler, parce que la fameuse ligne rouge définie par Barack Obama à propos des armes chimiques utilisées par Bachar el-Assad contre ces civils avait été franchie, et Barack Obama avait dit nous interviendrons si cette ligne rouge est franchie. Les avions français étaient prêts à décoller, les avions américains devaient se joindre à cette opération, et puis au dernier moment, Barack Obama s'est tourné vers le Congrès pour demander l'avis du Congrès, il a reculé. Et ce recul des États-Unis à l'époque, on en payera les conséquences pendant très longtemps. Les Syriens, d'abord, en ont payé les conséquences. Alors après, c'est vrai que Barack Obama a été traumatisé par l'échec de l'intervention en Irak, et qu'il s'est construit politiquement contre l'intervention en Irak. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait la phobie des interventions, surtout au Moyen-Orient. Et donc il était cohérent avec sa ligne politique. Mais je ne sais pas si des interventions militaires auraient pu renverser le cours des interventions aériennes auraient pu renverser le cours des choses. Mais en tout cas, ce désengagement des Américains a laissé la place aux Russes, aux Iraniens, et d'ailleurs, il y a une coïncidence entre l'intervention du Hezbollah dans la guerre civile syrienne
et donc de l'Iran, et le désengagement américain. Et donc c'est un tournant du point de vue du Moyen-Orient, avec le renforcement de l'axe irano-chiite, qui va finalement de Téhéran jusqu'au Yémen, en passant par Bagdad, Beyrouth et Damas, pour schématiser. Et donc c'est à cette date-là, c'est à ce moment-là que les choses ont basculé. Alors moi, je ne suis pas là pour refaire l'histoire. Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce qu'on se serait peut-être pas enlisé? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été fait et c'est un constat qui est cruel. Et je me souviens d'avoir participé à un débat en 2012, au début de la guerre civile en Syrie. Il y avait plusieurs participants, plusieurs intervenants, et on était presque tous convaincus que Bachar al-Assad allait être renversé parce qu'on avait dans la tête les printemps arabes. Et la suite a prouvé le contraire. Etc. Et un intervenant, ce n'était pas moi, et un intervenant a dit non, il tiendra. Et vous savez pourquoi? Il a tenu parce qu'il est d'un autre bois que Moubarak ou que Ben Ali, qui au bout de 100 ou 150 morts ont été éjectés par l'armée. Parce que c'est un régime totalitaire et qu'il est prêt à massacrer cette population. Et on l'a vu avec les chiffres. André Berkoff. Il y a une question militaire dans le jour où le peuple iranien se soulèvera, il le paiera très cher. Alors, dans l'engagement des Occidentaux, le point d'hésitation d'engagement militaire, c'est aussi celui où on décide d'armer différents groupuscules de l'opposition sunnite avec des échecs cuisants. Je pense à la CIA qui a armé Nourdin al-Zenki avec l'effet qu'on a vu, des groupuscules dits modérés qui rejoignent finalement d'autres qui sont financés directement par Al-Qaïda, et puis un mélange des genres. Et le moment où finalement on laisse l'interstice pour d'autres forces iraniennes, russes, que vous voulez, qui venir s'associer à Bachar, c'est le moment où on dit on ne donnera pas d'équipement sol-air aux rebelles. Parce qu'à ce moment-là, vous ne gagnez pas une guerre comme ça contre un régime qui a cet historique avec des Kalachnikov. Donc le moment où vous ne donnez pas cet équipement lourd, et moi je le sais sur le terrain, parce que les gens qui essayaient d'acheter à ce moment-là, c'était bloqué par les services américains. J'ai des multiples témoignages de ça. Donc le moment où les Occidentaux décident de ne pas donner ces équipements lours parce qu'on a peur... C'est là le revirement de l'histoire. Pour les populations civiles occidentales, etc. C'est un moment, ça fait partie des points de bascule. Mais malheureusement, on est parti de manière décousue, je dis l'Occident, puisque les différents effecteurs sur lesquels on a misé, c'est une mosaïque qui est armée aussi par des pays du Golfe, directement par des pays occidentaux, et avec un échec stratégique. André Berkoff. Oui. Oui, moi je voudrais dire, attendez, on oublie quand même, enfin dans ce paysage, je suis assez étonné qu'on oublie quand même ce qui me paraît quand même l'essentiel. L'essentiel, et là je parle réel politique, on ne fait pas de jugement moral, c'est que s'il n'y avait pas Bachar el-Assad, c'était l'État islamique en Syrie. Je rappelle que Laurent Fabius disait Jabhat al-Nusra fait du bon travail. C'était quoi? C'était l'alternative. Il faut arrêter de raconter des histoires. Ces différents groupuscules étaient complètement... Je rappelle quand même que tous les djihadistes partis de France, d'Allemagne, où ils allaient, en Syrie, ils sont allés aussi en Irak, mais en Syrie, rappelez-vous que pendant des années, tous les gens qui sont revenus après, ces fameux djihadistes dont on parlait, c'était la Syrie. La Syrie du Nord était, et toute une partie, faisait partie avec l'Irak de l'État islamique cofondé par Abou Bakr el-Baghdadi. Donc, il faut se rappeler que ce qui était terrible dans cette histoire, c'est que l'alternative, et que, évidemment, Bachar el-Assad y a participé, il a dit ce sera les islamistes ou moi, comme l'autre disait c'est moi ou le chaos. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il a gagné. C'est là-dessus qu'il a gagné parce que l'alternative, malheureusement, c'était l'État islamique. Oui. Et c'était pas autre chose. Et si Bachar el-Assad n'était plus là avec les Russes et les Iraniens, c'était l'État islamique qui se... Mais pas en 2012, André. Mais pas en 2012, oui. Voilà. Joachim Sante-Forger. Voilà. Oui. C'est-à-dire que si on oublie ça... André Berkoff, et juste un mot, pardon, je finis là-dessus. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis allé 2 fois à Damas. Et je me rappelle, la France a décidé d'abandonner les relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, tout à fait d'accord, la dictature et tout ce qu'il a fait, les massacres. Mais vous savez quoi? On a quitté les écoles françaises. La Syrie était sous mandat français. Les écoles françaises, on a quitté. Tous les profs sont partis. Les livres, plus un livre. Les hôpitaux, eh bien, c'était tout du matériel français, construit par les Français. On ne donnait plus les pièces de rechange. Et ça a été les Russes et les Chinois qui sont arrivés. Joachim Sante-Forger, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous en direct depuis la Suisse. Je sais que vous devez vous en aller. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir dans ce débat. Lura Lévy, pour conclure,
je voudrais quand même vous reposer la première question que j'ai posée en début de cette partie-là. Comment ça se fait qu'on voit des diplomaties mondiales qui s'ingèrent ici dans ce conflit israélo-palestinien, on l'a vu encore aujourd'hui, encore hier, et au même moment, eh bien, un immense silence dans quelque chose qui se fait à 100 km d'ici. Écoutez, je pense qu'évidemment, on a parlé de symétrie dans ce conflit entre Israël et Gaza. La France s'est ingérée totalement. On a vu même, sans parler des ministres qui se sont exprimés, on a vu même l'opinion publique, les journaux télévisés en France, Plantu qui sort des caricatures tous les 4 matins concernant Israël et Gaza. Et comme vous dites, la Syrie, ça se passe tranquillement. Alors évidemment, il y a cette alternative qui serait l'État islamique. Donc évidemment, ni nous, ni la France, ni qui que ce soit dans le monde a envie que cela se passe. Donc je pense qu'il ferme les yeux sur les atrocités que Bachar el-Assad commet envers son peuple, son propre peuple. Mais pour éviter, je pense, la montée de l'État islamique, il faut quand même le dire, l'État islamique a des bras quand même qui arrivent jusqu'en France. C'est-à-dire que les jeunes des cités, quand on nous parle d'apartheid, moi je pense aux cités du 93 et d'autres régions en France où là-bas c'est pas un apartheid, mais c'est vraiment des îlots où la police ne rentre pas. Donc on appelle les territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République, et quand on se mêle de ce qui se passe en Israël, parce qu'on veut justement ne pas avoir des territoires perdus, que ce soit à Lod, que ce soit ici à Yafo, à Akko ou à Saint-Jean-d'Acre. Et on se mêle de ce qui se passe en Israël en nous accusant, enfin en nous traitant de pays d'apartheid, alors qu'en Syrie, c'est les massacres. Comme vous avez dit, 300 000 388 000 morts. Bah écoutez, la boucle est bouclée entre le début et la fin de l'émission. Merci infiniment à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Yora Lévy. Merci, Stéphane Goldin. Merci, André Berkoff. Merci, Michel Thoman. C'était un plaisir, comme à chaque fois, de dialoguer, d'échanger ensemble. Je voulais parler avec vous un petit peu des dernières négociations rapides qui restent 7 jours. Bah écoutez, on fera le prochain jour un débat ensemble pour voir ce qu'il en est. À tous et à tous, excellente soirée. Dans quelques instants, Défense Mathias Simbar. Et quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 20h, heure de Paris. À demain.